L'intelligence du corps. Série de podcasts autour du cétogène et du retour à soi. Et si ton corps avait toujours su que derrière la fatigue, les fringales, les douleurs ou les kilos en trop, il y avait une logique, une intelligence. Je suis ici pour te parler autrement du cétogène. Dans ce podcast, je t'invite à ralentir, à t'asseoir avec moi dans un espace intime où l'on va parler du retour à soi. Je t'invite à réapprendre ton corps, à le regarder fonctionner et surtout à l'aimer. Je te souhaite la bienvenue dans l'intelligence du corps. Épisode 2. Pourquoi avons-nous faim ? Quand le cri de la faim devient le symptôme d'une société qui ne nourrit plus le vivant. Introduction. La faim, un signal vital devenu suspect. Nous vivons dans une époque étrange. Jamais les supermarchés n'ont été aussi pleins. Jamais les rayons n'ont offert tant de couleurs, de textures, de saveurs. Jamais l'humanité n'a autant produit de calories par habitant et pourtant, nous avons faim. Pas une faim douce, rythmée par les saisons ou les besoins du corps, non. Nous avons faim tout le temps. Une faim sourde, inquiète, toujours honteuse. Une faim qui nous fait culpabiliser. Car aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales saturées d'images, de discours, de normes diététiques, la faim est suspecte. Elle est interprétée comme un signe de faiblesse. On la combat à coups de jeûne intermittent, d'eau citronnée, de café noir, de chewing-gum sans sucre. On la nie, on la cache, on la supplante par des produits light, des substituts hyper transformés, des poudres de protéines végétales artificielles. On nous apprend même à avoir honte d'avoir faim. Mais cette honte est une construction sociale récente. Dans toute l'histoire de l'humanité, la faim n'a toujours été qu'un appel du corps, un signal de survie, une langue biologique universelle. Rien d'autre, jusqu'à aujourd'hui. Elle est le cri de cellules qui souffrent, et si ce signal aujourd'hui semble bruyant, désordonné, intrusif, c'est parce que, dans l'abondance apparente, nous sommes métaboliquement complètement affamés. Une société qui conseille la restriction et fabrique la dépendance. Les messages nutritionnels dominants que nous recevons depuis 50 ans partent peut-être d'une bonne intention mais conduisent à un désastre métabolique. Sous couvert d'éthique, de responsabilité planétaire ou de lutte contre les maladies chroniques, les institutions de santé publique nous incitent à réduire notre consommation de produits animaux, éliminer le gras, augmenter les fibres, consommer des céréales. Et quand celles-ci sont des bombes délétères pour le corps, on les conseille complètes. Et enfin, manger plus de végétaux par souci de diversité du microbiote. Et si cette orientation idéologique, plus qu'éthique ou environnementale, nous avait coupé de nos besoins biologiques fondamentaux? Et si, dans cette logique de restriction alimentaire, on avait appris à ignorer les cris du corps pour lui substituer une morale de la fourchette? Tout cela n'est que l'hypophobie. Éviter les graisses saturées, limiter le cholestérol, alléger toujours plus l'assiette. Mais personne ne nous dit que le gras, en particulier celui d'origine animale, est ce qu'il y a de plus satiétant pour l'organisme humain. Les industriels de la junk food, eux, l'ont très bien compris. Ils ne vendent pas de steak grillé ni de comté AOP, ils vendent des produits hypercaloriques, conçus scientifiquement pour déclencher un pic de dopamine, des mélanges gras plus sucre, plus sel, qui court-circuitent nos circuits de satiété. Nous vivons dans une contradiction permanente. On nous recommande une alimentation fade, végétale, dénutrie, sous couvert de santé et d'écologie. Pendant ce temps, les grandes marques nous rendent dépendants en exploitant précisément le cocktail inverse, du gras, du sucre, du sel, malheureusement sans nutriments. Ce paradoxe est la matrice de notre famine moderne. Notre biologie carnivore face à un monde végétaliste. Une réalité écologique, l'Europe glacée ne nourrissait pas de végétariens.
Durant l'essentiel de notre évolution, l'Europe n'était pas cette terre verdoyante évoquée par nos imaginaires romantiques. Pendant des centaines de milliers d'années, l'Europe fut un territoire froid, hostile, glaciaire. Les cycles de glaciation du Pléistocène ont montré non seulement le climat, mais aussi le régime alimentaire de l'homme. En période glaciaire, aucun fruit, aucune céréale, peu ou pas de tubercules exploitables, une densité végétale quasi nulle en dehors de l'été. Et pourtant, nos ancêtres y vivaient, s'y déplaçaient, y chassaient, s'y reproduisaient. Comment? Grâce à une alimentation quasiment exclusivement animale. Les données archéozoologiques et isotopiques sur les populations néandertaliennes et les premiers Homo sapiens européens, 30 000 à 300 000 ans avant nous, sont limpides. 90% de leurs apports protéiques provenaient de la faune chassée. Il ne s'agissait pas de chasse occasionnelle, c'était une économie de subsistance entièrement fondée sur la viande, les organes, la graisse, le cerveau, la moelle. Les reconstitutions caloriques des besoins journaliers d'un chasseur-cueilleur en milieu glaciaire varient entre 4 500 et 6 000 calories par jour du fait des longues marches, du froid extrême, la thermogénèse, ou encore de l'absence de vêtements modernes. Aucune alimentation végétale ne permet de fournir une telle densité énergétique sans cuisson prolongée, sans transformation et sans culture intensive. Or, rien de tout cela n'existait. Une biologie humaine conçue pour la prédation. L'anatomie humaine a évolué en miroir de cette stratégie alimentaire. Notre estomac est extrêmement acide. Son pH est de 1 à 2, comparable à celui des carnivores. Nos dents sont conçues pour trancher plus que broyer. Notre côlon, quant à lui, est court, pas du tout adapté pour de la fermentation. Surtout, notre cerveau s'est développé de manière explosive avec l'accès aux graisses animales, en particulier les acides gras DHA et les corps cétoniques issus de la dégradation lipidique. Pour faire grandir ce cerveau énergivore, il fallait alléger le tube digestif, et cela n'est possible que si on mange des aliments hautement assimilables. La viande, le foie, la moelle, les œufs. Les végétaux ne fournissent ni DHA, ni B12, ni cholestérol, ni fer héminique. Ils demandent des heures de digestion, des cofacteurs que nous ne possédons pas en réserve infinie. Ils n'ont jamais été notre carburant principal. Ils furent des compléments saisonniers. L'arrivée des végétaux, un repli post-glaciaire non optimal. Il faut attendre la fin du dernier maximum glaciaire vers moins 12 000 ans pour que le climat permette la sédentarisation et l'apparition des premières agricultures au Levant. C'est l'avènement de l'Holocène, période tempérée, courte à l'échelle du vivant, et même alors, les plantes ne remplacent pas la viande du jour au lendemain. On constate dans toutes les archives biologiques une chute de la stature moyenne, une augmentation des caries dentaires, une explosion des carences en fer, en zinc, en B12. Ce phénomène est documenté dans tous les sites post-néolithiques. Pourquoi? Parce que l'alimentation végétale, même cultivée, appauvrit l'organisme. Dans l'ouvrage Dans l'intimité de Sapiens, l'auteur Nicolas Tessandier, directeur de recherche CNRS, rappelle: la consommation végétale n'a jamais dépassé 25 à 35% des apports dans les périodes les plus fastes. Le reste venait du monde animal. Et dans les mois d'hiver, ce pourcentage tombait à zéro. Le retour d'un régime majoritairement végétal est une anomalie historique rendue possible uniquement par les serres, l'importation mondiale, la chimie agricole et encore la supplémentation artificielle. La biochimie de la faim, hormones, régulation et dérèglement. Aujourd'hui, sous l'influence de préoccupations écologiques et morales, on tente de redéfinir ce que devrait être une alimentation humaine. On nous dit que manger des animaux serait cruel, polluant, archaïque, mais cette idée, aussi noble soit-elle sur le plan moral, ne correspond pas à notre biologie. Un foie humain ne reconnaît pas le tofu. Un cerveau humain ne fonctionne pas avec de l'huile de colza. Une mitochondrie humaine a besoin de substrats métaboliquement compatibles. Et cela
sont presque tous d'origine animale. C'est cette dissonance entre idéologie moderne et physiologie qui crée la famine silencieuse de notre époque. La faim est une symphonie hormonale, orchestrée avec une précision millénaire. Trois acteurs majeurs y jouent un rôle central: la gréline, la leptine et l'insuline. La gréline, sécrétée principalement par l'estomac, monte en flèche juste avant les repas. Elle stimule l'appétit et prépare le corps à manger. Elle est parfois surnommée l'hormone de la faim. La leptine, à l'inverse, est libérée par les cellules graisseuses et signale au cerveau que les réserves sont suffisantes. Elle joue le rôle de frein. C'est l'hormone de la satiété. En théorie, plus on a de masse grasse, plus on produit de leptine et donc moins on a faim. Mais en pratique, chez des personnes exposées à une alimentation ultra transformée, cette leptine ne fonctionne plus correctement. On parle alors de résistance à la leptine. Malgré un excès de graisse corporelle, le cerveau continue de croire que le corps est affamé. L'insuline, quant à elle, bien que souvent associée uniquement au métabolisme du glucose, est également impliquée dans cette boucle. L'hyperinsulinémie chronique, provoquée par une alimentation riche en glucides, perturbe la signalisation de la leptine. On entre alors dans une boucle. Le sucre appelle le sucre et la faim devient chronique. Le sucre, un dérèglement hormonal majeur. Il est crucial de comprendre que le sucre aujourd'hui n'est pas juste un ingrédient dans le paysage de nos placards. C'est une substance psychoactive qui active les mêmes zones cérébrales que la cocaïne, comme l'ont démontré des IRM fonctionnels dans une étude de 2013. Cette activation du système dopaminergique responsable du plaisir entraîne un effet de tolérance, il en faut toujours plus, des cravings, des envies irrépressibles, et même un syndrome de sevrage lorsque l'on tente d'arrêter. Ce que l'industrie alimentaire a parfaitement compris. Elle combine dans des produits ultra transformés les graisses végétales hydrogénées, sans vertu nutritionnelle, et le sucre, pour maintenir le consommateur dans un état de dépendance métabolique. Ce phénomène est nommé hyperpalatabilité et a été documenté dans les travaux du docteur Kevin Hall. Hyperphagie et faim constante. C'est ici que réside l'essentiel du message. Nous parlons aujourd'hui d'une malnutrition moderne, une situation où les calories sont abondantes mais les nutriments absents. Des milliards de cellules réclament du fer, de la B12, du zinc, des acides gras essentiels, mais malheureusement pour elles, elles reçoivent des galettes de riz, du pain complet, des smoothies, pire encore, des végétaux riches en antinutriments comme les oxalates ou les phytates, qui empêchent l'absorption du peu de nutriments disponibles. Le corps, en désespoir de cause, relance la machine. Il envoie de nouveaux signaux de faim encore et encore. C'est une faim cellulaire qui ne sera jamais apaisée par une assiette nutritionnellement vide. La boulimie, l'hyperphagie, les grignotages compulsifs sont donc à voir comme une tentative désespérée du corps pour trouver, à travers la masse, la qualité. Le rôle essentiel des produits animaux, densité nutritionnelle et satiété. Ce que le corps attend, c'est avant tout de la densité nutritionnelle, un principe qui constitue la majeure partie de mes recherches et l'un des fondements essentiels de ma méthode. D'un point de vue biochimique, seuls les aliments d'origine animale fournissent des nutriments biodisponibles, entiers et assimilables sans générer de dette métabolique. Pour observer une meilleure santé métabolique, il est nécessaire que ces produits animaux représentent environ 75% minimum des apports alimentaires. Cette proportion permet de répondre pleinement aux besoins physiologiques fondamentaux, souvent insatisfaits par une alimentation trop riche en végétaux. Par produits d'origine animale, j'entends avant tout la viande, le poisson, les œufs, mais aussi les produits laitiers fermentés et affinés tels que le beurre, les fromages affinés ou encore les yaourts, qui s'intègrent pleinement dans une alimentation biologiquement adaptée et complète. Prenons quelques exemples. La vitamine B12, indispensable à la fabrication des globules rouges et au bon fonctionnement neurologique, est totalement absente des végétaux. Le fer héminique, contenu dans la viande, est absorbé environ 3 fois mieux que le fer non héminique présent dans les végétaux. Certains végétaux, pour être correctement métabolisés, requièrent la présence de cofacteurs d'origine animale. Par exemple, le métabolisme de certains folates végétaux draine la B2, la riboflavine,
que l'on trouve en quantité significative uniquement dans les œufs, le foie ou la viande rouge. Il est important de souligner que certaines carences vitaminiques, comme celles en B2 ou B12, peuvent mettre des mois, voire des années, à être comblées une fois installées. Le résultat de cet équilibre inversé est clair: plus on consomme de végétaux sans compenser suffisamment par des produits animaux, plus on épuise nos réserves animales internes. Ce mécanisme crée une dette métabolique qui conduit inexorablement à la fatigue chronique, aux troubles digestifs et à une inflammation systémique. Quand une bonne alimentation restaure les signaux naturels de la faim. Lorsqu'on revient à une alimentation fondée sur des produits simples, non transformés, riches en densité nutritionnelle et principalement d'origine animale, quelque chose d'essentiel se produit. Le dialogue entre le corps et ses besoins se rétablit. Le corps n'est plus en guerre contre des signaux contradictoires. Il cesse de mendier ce qu'il ne trouve pas dans les aliments modernes, les nutriments essentiels. Les aliments d'origine animale, les œufs, les abats, la viande, les poissons gras, les graisses saturées naturelles apportent une réponse complète à la faim cellulaire. Ils sont hautement biodisponibles, ne nécessitent pas de conversion métabolique complexe et ne puisent pas dans nos réserves vitaminiques pour être assimilés. Cette alimentation brute régule d'elle-même la prise alimentaire. L'absence de glucides rapides empêche les hyperstimulations de l'insuline, la leptine retrouve sa sensibilité, permettant une perception fine de la satiété. La gréline, quant à elle, l'hormone de la faim, n'est plus déréglée par des flux glycémiques constants. L'organisme, apaisé, ne réclame plus en boucle. Dans ce contexte réaligné biologiquement, manger redevient un acte moins fréquent, plus instinctif. Sans une prédominance glucidique, il est alors possible de parler d'alimentation intuitive, mais uniquement dans ce cas. Un organisme qui serait en proie à l'hyperaddiction causée par les glucides ne saurait vous orienter correctement. Le régime cétogène se présente alors comme une réponse thérapeutique à une situation de dérèglement profond: insulinorésistance, inflammation chronique, compulsions alimentaires. Les travaux de Volek-Effiné de 2014 montrent qu'une alimentation ainsi structurée permet une réduction spontanée de l'apport calorique de plus de 30%, sans stress ni frustration. La satiété devient une conséquence naturelle d'un corps enfin nourri, écouté et respecté. Nourrir le corps, apaiser la faim, repenser l'avenir. Ce n'est pas la faim qu'il faut craindre, mais ce que notre société en a fait. La faim que nous connaissons aujourd'hui n'est pas une fatalité. Elle est le symptôme d'une déconnexion profonde entre ce que notre corps réclame et ce que la société lui offre. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette faim peut disparaître drastiquement lorsque le corps reçoit enfin une alimentation dense, riche en nutriments essentiels. C'est un fait observé. La faim ne résiste pas à une vraie nutrition. Ce constat est une clé majeure pour relever un défi planétaire. Face à une population mondiale croissante, aux ressources limitées et à une agriculture intensive qui épuise la terre, il est urgent de repenser ce que signifie se nourrir efficacement. Privilégier la qualité sur la quantité. Respecter le métabolisme humain, c'est aussi réduire la pression sur les systèmes alimentaires. Manger mieux, c'est manger moins. C'est une voie durable qui, paradoxalement, soutient à la fois la santé humaine mais aussi la planète. Cela implique aussi de penser local. Valoriser les élevages adaptés à leur environnement, les circuits courts, les pratiques agricoles régénératrices qui respectent les sols et la biodiversité. La vraie révolution alimentaire ne viendra pas uniquement par des grandes décisions globales, mais dans les choix de chacun, à chaque repas et dans chaque communauté. Refuser de nourrir le corps selon sa nature biologique, c'est condamner des millions d'êtres humains à la famine métabolique, aux troubles alimentaires et à la souffrance. Au contraire, l'écoute attentive de ce signal vital ouvre la voie à un futur où l'homme retrouve sa place dans le vivant, en harmonie avec lui-même et avec la terre. Alors, nourrissons-nous pleinement, non seulement pour notre santé, mais pour bâtir un monde plus juste, plus fort et plus respectueux de la vie. J'espère que cet épisode t'a plu.
N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube Ariel Keto pour ne rien manquer des prochains épisodes. Tu peux aussi me retrouver sur TikTok Ariel Keto où j'anime régulièrement des lives pour répondre à toutes les questions. Et si tu veux aller plus loin, ma méthode ainsi que mes conseils sont disponibles gratuitement sur mon site arielketo.eu. Prends grand soin de toi. Je t'embrasse. À très vite.